Bonsoir à tous. On va brièvement juste se présenter. Alors moi je suis Michael Potel. Gilbert Tesson, président de l'association. Voilà, donc on va vous parler pendant 1 heure du parc botanique de la Roche-Fauconnière. Cette présentation sera en 2 parties. La première partie va retracer la période sur les 5 générations de la famille Favier. Et ensuite on vous présentera l'histoire qui continue. Alors c'est un très vieux jardin qui se situe donc en plein dans Cherbourg. Vous voyez le petit plan de situation. Donc c'est le petit contour rouge que vous voyez. Donc ce jardin s'appelle la Roche-Fauconnière. Alors il est situé sur un versant au sud de Cherbourg, sur un versant orienté est. Et il s'appelait comme ça parce qu'en fait autrefois c'était une lande et les faucons prenaient leur envol du haut sur les rochers qui émergeaient et allaient se nourrir de campagnols et trouver leur proie dans ce landage. Et ce jardin, en plus, il y avait aussi un château fort. Le nom était mentionné au XIIe siècle, et il y aurait eu un château fort aussi, installé à cet endroit. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est un endroit stratégique qui commandait l'entrée de Cherbourg. Donc, l'histoire de ce jardin commence avec la famille Favier. Donc, je disais, c'est un vieux jardin qui a été débuté en 1870, par le premier Favier qui est venu s'installer sur Cherbourg, François Favier, qui était pharmacien de marine et qui a acheté en fait pour s'installer une maison et des terrains qui sont l'actuel bas du jardin. Ensuite, son fils, Alfred Favier, à 30 ans, en 1870, fait construire une maison dans le haut, au-dessus des parcelles de son père, et achète aussi un bon terrain. Donc il fait construire ce manoir que vous voyez ici. Alors quand vous regardez un petit peu la physionomie de la maison, on voit tout de suite une maison d'armateur. Alors il était pharmacien de marine, donc son fils n'était pas du tout dans la marine, lui il était avocat. Mais avec cette tour d'observation, on a l'impression cette maison d'armateur qui permettait de voir les bateaux arriver. Alors ce n'était pas complètement faux, parce qu'en fin de compte, le désir de s'installer à cet endroit, c'était de voir arriver les paquebots. Là, vous voyez une vue de la véranda de la maison, en 1958, où en fait on voit la rade de Cherbourg, du premier étage de la maison. Alors je dirais c'était en 1958, je dirais depuis que ça a un petit peu changé, même si on pouvait encore aller sur cette véranda, parce que les végétaux ont poussé, et aussi quelques immeubles aussi, qui obstruent un petit peu la vue, mais enfin le but c'était ça. Et ils vont commencer à planter tous les deux dans leur terrain respectif. Alors c'était un landage. Le landage, vous connaissez bien un peu dans la région, notamment dans la région de Cherbourg, il y a beaucoup de landage. En fait, c'est un terrain qui est pauvre, avec de la pierre qui émerge, une épaisseur de sol qui est relativement fine, et donc pas du tout propice pour installer un jardin. Et d'ailleurs, les Cherbourgeois se moquaient un petit peu des Faviers en leur disant, ils parlaient de folie Favier, parce qu'en fait, il fallait être un peu fou pour vouloir faire un jardin à cet endroit. Mais ça ne les a pas arrêtés, et ils ont commencé à planter. Alors, ce n'était pas au début des grands botanistes, donc ils vont planter des plantes, je dirais, assez courantes. Et on a encore, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore des spécimens des 5 générations de Favier qui se sont succédées, ces 5 strates qui sont superposées sur le jardin, et on trouve des végétaux de ces 5 générations. On parle d'ailleurs même de 5 versions de jardin, parce que chaque génération a en quelque sorte créé une histoire dans ce jardin. Donc sur les 2 premières générations, ce sont des végétaux assez courants. Donc là, les pins noirs d'Autriche ou des pins laricio de Corse. Donc les pins noirs d'Autriche, ceux qu'on voit en premier plan à droite. Ceux qui sont plus hauts derrière, ce sont les laricio de Corse, là qui sont dans le pied à l'eau ensoleillé. Donc voilà, ces plantations, ce sont des arbres qui ont 150 ans. Ils ont planté aussi beaucoup de chênes, beaucoup de hêtres. Et en fait, à l'origine, c'était pour se prémunir des vents froids qui viennent de l'Est. Le jardin est orienté vers l'Est, donc ce sont des vents froids, l'hiver, même au printemps. Des vents aussi desséchants. Donc déjà, c'est une lande avec pas beaucoup de terre végétale. Donc en fait, il fallait essayer d'éviter l'évaporation de l'eau, en se protégeant de ces vents. Donc ils vont planter tous ces arbres. Et il y avait aussi un deuxième aspect, c'était aussi, et là,
c'est assez intéressant aussi, c'est qu'il pensait déjà aux générations futures. C'est-à-dire le terrain est pauvre, eh ben, on va l'enrichir. Et qu'est-ce qu'on plante? Eh ben, des hêtres. Et bon, vous avez été en forêt comme moi, quand vous allez sous les hêtres à l'automne, vous avez un super matelas de feuilles, et ça c'est super bon pour faire donc, de l'humus. Donc déjà à cette époque, ils pensaient déjà à un jardin sur le long terme. Ça c'est assez intéressant. Donc ils ont planté aussi donc, par exemple ce séquoia-dendron giganteum, donc c'est le plus grand arbre du parc. Donc on n'a pas la date exacte de sa plantation, mais compte tenu de sa taille, donc on imagine qu'il date de cette époque. Un très très bel arbre qu'on voit de partout dans le parc. Bon, c'était déjà plus un arbre tout à fait courant quand même. Le séquoia-dendron, c'est le plus gros arbre au monde. Donc voilà, ça c'est les premières plantations. Et puis donc Alfred Favier va donc en tant qu'avocat, il va quitter le Cherbourg pour quelque temps. Donc là, on est à la fin du 19e, et il va donc louer la maison au consul de Grande-Bretagne, donc Cécile Martine Gurney, qui va lui donc occuper la maison quelques années, et à son retour donc va conseiller Alfred et va le conseiller donc sur des plantations de végétaux un petit peu plus intéressants, un peu plus exotiques, notamment donc des rhododendrons, des eucalyptus, des mimosas, des cordylines, qui étaient en fait les plantes un petit peu en vue à cette époque-ci. Donc d'ailleurs, donc dans le jardin, donc le plus vieux rhododendron, donc qui a été planté en 1920, donc le rhododendron griffithianum, donc date de cette période. Voilà. Alors il y a quelques rhodos très anciens. On n'a pas montré tous les rhodos du jardin, il y en a 400, donc on n'allait pas tous vous les montrer. Mais bon, celui-ci est vraiment celui qui est le plus remarquable. Ne serait-ce que par son volume et par son écorce, qui est très très belle. Alors malheureusement, donc la floraison, on ne peut pas forcément très bien la voir, ou alors il faut rester dans le haut du jardin, parce qu'en fait, il est tellement grand que quand vous êtes au pied, en fait, vous ne profitez pas de toute cette floraison. Bon, cela dit, je vais vous montrer quand même une photo de ce rhododendron griffithianum, donc c'est le grand blanc qui est à gauche. Et alors, je fais un petit parallèle avec l'histoire de Cherbourg, parce que juste à côté, donc je suppose que c'est pas un hasard, donc ils ont planté le rhododendron arboreum, qui est rouge, et les deux, en fait, a donné le rhododendron alopeanum. Alors, il est très connu des Cherbourgeois, parce qu'il a été créé par un Cherbourgeois qui s'appelait Félix Allopée, et donc il l'a créé vers les années 1890 à peu près. Et donc le pied-mère est encore dans un jardin de Cherbourg, on peut encore les voir. Et les plus célèbres, c'est ceux qu'on peut voir au parc des Moutiers. Donc il y a toute une allée là donc de rhododendron alopeanum qui sont centenaires. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir ce jardin, mais en général on se souvient de ces rhodos. Donc voilà, ça c'est les deux premières générations de Favier. Ensuite, donc Léon Favier va prendre le relais donc de son père. Alors très tôt, Léon Favier va être impliqué dans l'entretien et dans la plantation du jardin. Il ne va pas attendre d'être âgé pour pouvoir s'y intéresser. Et lui, par contre, ça va être un premier vrai botaniste. Et il va commencer donc des nouvelles plantations et surtout des expérimentations d'acclimatation. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez en vogue à Cherbourg, notamment à cette époque-ci, même au siècle même encore avant. Cherbourg est un port. Donc, en général, les plantes exotiques arrivaient en bateau. Il y avait aussi cet apport militaire. Donc, il y avait des militaires qui avaient fait leur campagne donc, en Extrême-Orient et donc ramenaient donc, des trophées, donc des plantes qu'ils avaient trouvées donc, en Indochine ou dans les comptoirs chinois donc, pour les installer dans leur jardin. Et donc, Léon va prendre un peu cette orientation et va s'orienter vers ces nouvelles introductions. Et lui, ce qui le passionne, c'est les eucalyptus. Alors il va essayer énormément d'eucalyptus. Bon, beaucoup vont mourir de froid. Donc c'est des essais d'expérimentation. Donc il y a des bonnes expérimentations, il y en a des moins bonnes. Donc certaines ne vont pas donner. Et notamment, en 1927, il crée un semis entre deux eucalyptus de Tasmanie, l'Eucalyptus coxifera et l'Eucalyptus linearis. Et au début, donc, ils vont prendre ça pour un hybride. Donc, ils vont l'appeler Eucalyptus hybride.
Sauf que l'hybride, il va prendre un petit peu il va passer plusieurs générations. Donc il y aura une première génération, deuxième génération, troisième génération. Il va être essayé à Bordeaux, il va être essayé dans les Landes, il va aussi être expérimenté au Maroc aussi. Et en 1951, en fait, il prendra son nom définitif de nom d'espèce, donc Eucalyptus favieri, le seul eucalyptus français, en quelque sorte. Alors pour la petite histoire, je n'ai pas interrogé la famille pour savoir s'il avait été renvoyé donc en Tasmanie, donc dans le pays d'origine de ses deux parents, pour montrer aux Australiens qu'il n'y a pas que des eucalyptus en Australie et que donc en France on en a créé un aussi. Alors c'est un eucalyptus qui est assez intéressant. Si vous regardez donc sur cette photo l'écorce, alors c'est plus vrai encore quand l'eucalyptus est jeune. Il a vraiment un tronc avec comme si on avait mis une toile de camouflage dessus, voilà, très bariolé. Et en fait ces auréoles de couleur donc disparaissent un petit peu avec l'âge. Donc voilà, dans le parc, il y en a deux. Donc il y a un deuxième, mais alors j'ai pris celui-ci parce que l'autre est plus âgé, mais justement il perd un peu ses couleurs. Donc voilà, donc en fait beaucoup d'expérimentation. Il va essayer aussi beaucoup les mimosas. Alors malheureusement, il y a 2 hivers consécutifs qui vont être très froids sur Cherbourg. Alors j'ai regardé un petit peu dans les annales, je crois que c'était en 1916. En 1916, il y a eu un hiver très très froid. Et donc, il a brûlé beaucoup de jeunes acclimatations d'eucalyptus et de mimosas. Alors, les mimosas, il y en a encore quelques-uns dans le parc, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'espèces. En fait, il y a un beau sujet, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, les eucalyptus, il reste encore à peu près une centaine d'eucalyptus dans le jardin. Donc, c'est vraiment l'ossature du jardin donc, qui est fait par ces grands eucalyptus. Donc survient la Seconde Guerre mondiale. La maison est occupée par les troupes allemandes. Donc pendant 4 ans, la maison sera occupée par une garnison. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure dans le plan de situation, donc ce jardin est sur une hauteur et commande l'accès de Cherbourg. Donc forcément que les Allemands ne s'y sont pas trompés et ont fortifié en quelque sorte le parc, ont installé des canons, des projecteurs de DCA, des mitrailleuses, et forcément donc quand les Américains vont arriver, ils vont tomber sur ce point de résistance et il va y avoir des combats. Donc on le voit d'ailleurs sur la photo de gauche. On voit que la maison a subi les bombardements de l'artillerie américaine. La maison du gardien va être détruite aussi par cette même artillerie. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de combats à Cherbourg, mais enfin, il y en a eu beaucoup à La Rochefauconnière. Et malheureusement, le parc va en souffrir. Donc beaucoup de végétaux vont disparaître durant cette période, alors par les combats, mais aussi par la présence des troupes allemandes et après américaines. Parce qu'en fait, tout simplement, à cette époque, il n'y a pas le chauffage central, donc c'est des cheminées, et donc il faut se chauffer. Et on ne va pas chercher le bois très loin, on va chercher le bois dans le parc. Donc sans savoir, que ce soit les Américains ou les Allemands, qu'ils sont en train de se chauffer avec des variétés ultra rares. Donc le jardin est dévasté. Bon, la petite chose intéressante, c'était que, en fait, comme c'est une maison qui est très en hauteur, donc sur le haut de la tour, donc il y a une antenne qui va être installée, et c'est le radio Cherbourg qui va s'installer dans le salon de la maison, et c'est la première radio libre qui émettra pour la première fois le 4 juillet 1944. Donc le jardin est dévasté, et c'est Charles Favier, donc le fils de Léon, qui va reprendre la suite. Alors Charles Favier, c'est peut-être le plus connu dans le monde de la botanique, le plus connu des différents Favier, parce que même le jardin de la Rochefauconnière va être aussi connu sous le nom du jardin du docteur Favier. Donc Charles Favier est un médecin généraliste. Et donc ce Charles Favier, pareil comme son père très tôt, va être impliqué dans l'entretien et dans les plantations du jardin, et ça va être le plus grand botaniste de la famille. Et lui va commencer réellement un travail très 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 sérieux donc d'acclimatation. Il va beaucoup voyager aussi, ramener des végétaux, nouer des contacts aussi dans le monde entier. Donc va échanger des graines. Son jardin donc va devenir un petit paradis. Alors sur les à peu près 3000 végétaux qui composent encore aujourd'hui le jardin, donc on n'a pas pu tous vous les montrer. Donc on a fait une petite sélection en essayant de prendre les végétaux les plus remarquables, les plus rares. Alors celui-ci n'est pas forcément rare, le Pinus radiata. Mais en fait, après ce jardin dévasté, après l'occupation de ces troupes américaines et allemandes, c'est le premier arbre qui va être replanté. Voilà, donc il avait au moins cet intérêt. Et puis donc, pris comme ça de par en dessous, on comprend pourquoi il s'appelle comme ça. Là, il est très radieux.
Ensuite, donc, Charles Favier va planter des végétaux un peu du monde entier. Il va chercher surtout, en fait, les raretés botaniques. C'est-à-dire que pour en avoir discuté avec ses fils, c'est pas forcément, il n'y a pas une recherche forcément esthétique. Il va d'abord composer donc le végétal au mieux, au meilleur endroit dans le jardin. Et donc, il va faire des scènes comme celle-ci, donc ambiance australe, avec des plantes du Chili, des plantes de Tasmanie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Il y a quelques végétaux chinois aussi, donc c'est pas tout complètement austral et japonais. Mais en fait, il va composer par situation et aussi par rapport à la nature du sol. Et donc, cette cohérence, on va la retrouver, et même s'il se défend d'avoir fait quelque chose forcément de part d'esthétique, il n'a pas passé beaucoup de temps pour ça, mais en fait, ça fait quand même des compositions qui sont très 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 belles, très très beaux tableaux. Avec forcément toutes ces plantes botaniques qui amènent beaucoup d'élégance dans le jardin. Donc c'est des floraisons qui sont souvent plus petites, moins criardes au niveau couleur, mais avec des feuillages qui sont très très beaux. Et en fait, toujours cette élégance des plantes botaniques. Peut-être que chez vous, dans vos jardins, vous avez aussi ces plantes botaniques, et c'est un petit peu leur trait de caractère. Voilà, au premier plan, pour parler un peu des végétaux, la Trotaxis laxifolia, qui est un conifère de Tasmanie, et on voit derrière un Eucalyptus nicolii. Alors malheureusement, on ne peut plus aller chercher les feuilles de cet eucalyptus parce que c'est trop haut, mais en fait c'est un eucalyptus qui sent une odeur d'eucalyptus, mais derrière avec une odeur citronnée. Donc ça, c'est un eucalyptus qui sent très très bon. Voilà, à droite on voit une Cordyline australis purpurea. Et puis à gauche, on devine le feuillage d'un Pittosporum dali, qui était la première introduction en France. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans ce jardin, c'est que il y a énormément de végétaux. Ce sont des premières introductions en France. Alors, ce sont des végétaux qui maintenant sont un peu plus connus, mais le premier, il était installé dans le jardin. Voilà, en végétaux assez intéressants aussi, les Dictiona antarctica, les grandes fougères arborescentes, alors qu'elles ont été plantées dans la fin des années 60, début des années 70, donc elles prennent forcément aujourd'hui une taille assez intéressante. On voit par rapport aux personnes qui sont juste à côté, donc on devine la taille. Alors j'ai fait un redite par rapport à Philippe tout à l'heure. Il y a aussi un Davidien volucrata. Alors, il y en a même deux, oui, tout à fait. Alors celui-ci, c'est le plus âgé, il a été planté en 1947. Donc vous devinez un peu la taille qu'il peut avoir. Et quand les mouchoirs arrivent, en fait c'est quand même un spectacle. C'est quand même. Moi je dis toujours, faut au moins avoir vu une fois dans sa vie un Davidia volucrata en floraison. Donc il fait plus de 15 mètres de haut, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est pas une fleur. D'ailleurs, on dit une inflorescence. En fait, c'est une bractée, en fait, parce que ce sont deux feuilles et une fleur qui compose cette bractée. Alors la floraison des Davidia volucrata, c'est au mois de juin. Voilà, pour être début juin. Donc, ça dure bien 3 semaines à peu près, Davidia volucrata. Alors un autre arbre aussi très intéressant. Alors ce n'est pas l'arbre mère que je vous ai montré, parce qu'en fait il fait 9 mètres de haut, le Gévuna avellana, qui est plus connu sous le nom de noisetier du Chili. Parce qu'en fait, il donne des noisettes, mais rien à voir avec notre noisetier européen. Vous avez en petit encart, là, la fleur, c'est une protéacée. Donc on voit d'ailleurs que c'est une fleur qui ressemble plus à un lomatia ou un grevillea qu'à notre noisetier. Alors, en fait, c'est une plante assez intéressante. J'avais vu sur Facebook Nick Messer, de la pépinière Pan Global Plant en Angleterre, à Bristol, qui faisait beaucoup de cas sur Facebook d'un Gévuna avellana sur la côte est de l'Angleterre qui faisait 7 mètres de haut. Là, dans le jardin, il y en a 2 et ils font 9 mètres. Donc, vous voyez, pour dire que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, par contre, le petit bémol, c'est qu'en fait, ils sont dans un endroit qui est très très confiné, planté vraiment très serré. Et 9 mètres, un arbre de 9 mètres, on n'a pas de recul pour pouvoir le prendre en photo. C'est pour cette raison que j'ai voulu plutôt prendre un drageon pour vous montrer un peu le feuillage, qui est quand même un feuillage qui est très spécifique à cet arbre, très intéressant. Voilà. Et donc il produit des noisettes. Alors pour ceux qui en ont mangé, qui ont été au Chili en manger, il paraît que ce sont les meilleures noisettes du monde. Alors nous, avec Gilbert, on a été dans le jardin, on a goûté des noisettes, mais elles n'étaient pas mûres. Mais je peux vous dire, elles sont aussi mauvaises que les noisettes pas mûres européennes.
Donc le jardin de la Roche-Fauconnière est aussi très connu pour sa collection de notophagus. Donc le notophagus sont les faux hêtres, hein, ou le hêtre austral, donc on prend tous ces noms-là. En fait, du temps de Charles Favier, c'était la collection nationale de notophagus. Et si je peux dire, ils ont traversé l'histoire, et donc aujourd'hui encore, ils sont quasiment tous présents. Il en manquait un qui a été planté la semaine dernière justement par Bernard Favier, qui est avec nous ce soir, donc, accompagné de sa sœur Marie-Paul. Si vous avez des questions après à leur poser, je pense qu'ils seront charmés de vous répondre. Et donc c'était celui qui manquait. Donc voilà, la collection est de nouveau complète. Donc si un jour vous venez voir ce jardin, vous verrez que pareil, ça ponctue le jardin. Donc il y a quasiment toutes les espèces qu'on peut acclimater en Europe de notophagus. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc le Notophagus glauca, qui est une rareté. Il n'y en a que 2 en France. En fait, il y en a un à Brest et un dans le jardin de la Roche-Fauconnière. Notophagus solandri, donc intéressant par son écorce, hein, un peu patte d'éléphant, un peu. Notophagus morei, qui est un Australien. Donc la plupart des Notophagus sont chiliens, mais il y a aussi des Australiens et certains aussi de Tasmanie. Le Notophagus obliqua, ou obliqua, on devrait dire, qui est donc chilien. C'était la première introduction en France de ce notophagus. Il a été planté en 1952. Donc aujourd'hui, c'est un monstre dans le jardin. Un gentil monstre, hein, quand je dis ça. Oui, il fait plus de 30 mètres, oui. Et pour finir sur les notophagus, donc aussi une rareté, l'Alexandrie. Alors, c'est une rareté, mais surtout, c'est parce qu'en fait, cet arbre, dans son milieu naturel, est en train de disparaître au Chili, du fait des incendies et de la présence de l'homme. Donc, il ne reste plus qu'un seul bosquet de Notophagus alexandri. Voilà, donc il y en a 2 dans le jardin. Donc, avec l'association, donc on va essayer de trouver des semis ou de provoquer des semis pour garantir qu'un jour, si ça disparaît au Chili, en fait, il y ait une sauvegarde quelque part, quoi. Alors à Cherbourg, si vous êtes déjà venu, vous verrez beaucoup dans les parterres de Trachycarpus fortunei. Il y avait des palmiers ressemblants dans le jardin, sauf qu'il était inventorié comme Trachycarpus cassianus. Alors c'était un peu étonnant parce qu'en fait les Cassia Hills c'est en nord-est de l'Inde, dans le Bengale, et celui-ci avait été collecté dans les montagnes du nord de la Birmanie. C'est pas très très loin, mais en fait c'est pas un Cassianus. Alors les Cassianus ça n'existe plus, le nom a été changé, ce sont maintenant les Trachycarpus marcianus. Mais en fait, on a eu Jacques Deleuze, un jardinier corse très connu, qui est passé, spécialiste dans les palmiers, et qui nous l'a identifié comme un Trachycarpus fortunei d'une forme particulière. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait activer nos réseaux scientifiques, mais il faudra un jour qu'on creuse pour savoir si c'est vraiment une forme très spécifique. Dans ce cas, on pourra peut-être l'appeler forme Favieri, peut-être. Voilà, un autre arbre aussi, alors là c'est pareil, c'est toute une histoire. Le Machilus achogensis. Alors des fois vous pourrez le trouver sous le nom Persea achogensis, parce qu'en Europe, en tout cas, il est en train de changer de nom. Les Chinois, c'est un arbre chinois, les Chinois continuent à l'appeler Machilus. Et en fait, il y en avait 3 exemplaires en Europe. Il y en avait 2 en Angleterre et dans celui du Jardin Favier. Les 2 Anglais sont morts. Donc il se trouve que par la force des choses, c'est le dernier représentant de cet arbre en Europe. Donc une lourde responsabilité, surtout que l'été dernier, avec notre été très très sec, il n'a pas trop apprécié. Donc il y a tout un plan de sauvegarde là qui a été prévu, donc avec la pépinière Arvennes. Donc des boutures ont été envoyées donc en Bretagne, donc à côté de Douarnenez, donc aussi dans les serres municipales de Cherbourg aussi. Donc du bouturage a été fait. Alors il est connu, il est rare, il est en voie de disparition parce que justement il ne se bouture pas. Donc on a essayé, c'est vrai que sur les boutures de chez Arvennes, elles ont toutes manqué. Celle au cerf, il y en a une qui peut-être est intéressante. Enfin, vu cet échec, donc Jean-Yves Le Gohagen, les pépinières Arvennes, a demandé à Lars Lennart de Bottignic Treasure, c'est un Belge flamand, spécialisé dans le greffage de Magnolia. Et donc, les pépinières Arvennes ont donné donc des pieds de Persea indica, donc à un proche parent. Et puis donc, Cherbourg a fourni donc des boutures pour pouvoir essayer donc de faire ce greffage. C'est un peu le dernier recours, quoi. Voilà, donc on saura au mois de septembre si ça a fonctionné. Un autre arbre qui est aussi en voie de disparition. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait de la disparition des gorilles ou des éléphants, voire des insectes. Mais bon, il faut savoir aussi que les plantes aussi disparaissent. On en parle moins, mais c'est aussi tragique. Et notamment ce magnolia, le Magnolia zeni,
En 1997, il n'y avait plus que 18 exemplaires donc en Chine, dans une petite partie d'un territoire qui est à l'ouest de Shanghai. Les autorités chinoises ne font rien, ne font toujours rien pour essayer de les sauvegarder. Donc au prochain inventaire, on ne sait pas s'il y aura encore des Magnolia zenni dans leur milieu naturel. Donc en 97, il y a seulement 18 exemplaires. Donc là, voilà, il y en a un exemplaire donc, au jardin de la Roche-Fauconnière. Alors c'est intéressant parce que c'est le premier magnolia qui fleurit. Lui, il fleurit dès le mois de février. Là, cette année, en tout cas, il a fleuri au mois de février. Alors la collection de magnolias est assez intéressante. On va trouver plus de 50 magnolias à peu près dans le jardin. Et des magnolias qui ne sont pas jeunes, donc des magnolias qui ont entre 30, 40, 50 ans. Notamment celui-ci, le Magnolia Combelii Darjeeling. Alors les Combelii, on dit que c'est le roi des magnolias. En fait, c'est une très très belle fleur. Par contre, il faut attendre 30 ans pour qu'elle fasse la première fleur. Donc, ce n'est pas forcément celui qu'on trouve le plus couramment dans les jardins. Forcément, il faut être un peu patient. Et donc, il vient de Darjeeling, dans le nord de l'Inde. C'est un semis qui vient du jardin botanique de Darjeeling. Donc, le Fuchsia escorticata, pareil, ce jardin possède 3 très très beaux exemplaires de Fuchsia escorticata qui ont 60 ans. Alors, c'est plus le fuchsia qu'on connaît, qui fait 1 mètre de haut. Ce sont des fuchsias qui font 4 mètres de haut et 6 mètres de large, avec une écorce très intéressante, un peu couleur cannelle, qui desquame un petit peu comme les eucalyptus. Et puis, ces fleurs, toujours très élégantes, donc en vert ou en couleur fuchsia foncé. Alors, un autre arbre aussi emblématique du jardin, donc l'Ambotrium coccineum, qu'on appelle aussi l'arbre en feu du Chili. Alors, initialement, il y avait 5, on va dire, c'était tous de la même espèce, mais enfin qui venaient de territoires différents du Chili. Donc il n'en reste que seulement qu'un. Donc aujourd'hui, on essaye d'inventorier pour savoir lequel est le survivant. Enfin, tous les cas, le voilà en fleurs. Alors c'est pareil, c'est une plante qu'il faut voir une fois dans sa vie, l'Ambotrium coccineum, c'est splendide, c'est vraiment incandescent. Donc le jardin a été aussi connu aussi pour sa collection de camélias. Il y a à peu près 200 camélias dans le jardin. Donc si vous venez tout de suite là dans le jardin, ils sont tous en fleurs. Alors ça, c'est assez intéressant. Et notamment donc beaucoup de camélias botaniques. À l'époque, à la grande époque de Charles Favier, il y avait 40 camélias botaniques dans le jardin. Juste pour savoir, la collection nationale aujourd'hui en compte 35. Et sur ces 40, en fait, il en reste 25. On en a inventorié, donc l'an dernier, on a inventorié tous les camélias. Donc on a les noms de tous. Et donc il en reste 25. Donc, mais c'est une collection qu'on va essayer d'agrandir pour essayer de au moins refaire la collection du temps de Charles Favier. Et juste pour mémoire, en fait, en France, sur toute la France, il y a 50 espèces de camélias présents en France. Vous voyez, donc c'était une très très belle collection dans le jardin tout seul, quoi. Et notamment, il y a des bonnes surprises, des belles surprises, notamment celui-ci, donc le Camellia lapidea. En fait, il n'était pas du tout étiqueté sous ce nom-là. Il a été envoyé donc à Charles Favier, donc il y a une trentaine d'années, sous le nom Reticulata wild form. Donc c'est une forme sauvage trouvée dans la nature, donc en Chine. Et en fait, c'est pas du tout un Reticulata qui est beaucoup plus courant. Là, c'est donc le Camellia lapidea. On a Pascal Vieux, qui est le spécialiste en France des camélias, qui est venu donc nous aider pour inventorier les camélias. Et donc, il était formel. En fait, c'est le lapidea. Il n'existe aucun lapidea en Europe. C'est le seul pied qui existe. Donc là, et on en a 2, oui. Donc c'est les 2 mêmes. Et il y a 2 pieds. Donc là, pareil, donc bouturage pour être sûr de conserver ce très beau camélia. Alors dans les bambous, pareil, il y a toute une histoire aussi sur ce Chusquea gigantea, qui n'était pas non plus étiqueté au départ sous ce nom-là. Il était étiqueté sous le nom Chusquea breviglumis. Et donc il a été envoyé à peu près dans les années 80. Et Jean-Pierre Domoli, qui est un botaniste qui fait partie de notre association, donc, a été un élève de Charles Favier. Et dans les années 90, il trouvait que pour un breviglumis, il était assez grand. Parce que les breviglumis, c'est presque le plus petit des Chusquea. Et donc il a demandé à Charles Favier de lui donner un éclat qu'il a amené dans son jardin pour l'analyser, l'observer. Et en fait, il s'est aperçu que c'était un Chusquea que personne n'avait encore répertorié. Et donc il l'a appelé le gigantea, parce qu'en fait c'est le plus grand des Chusquea. Alors ça c'est pour la botanique, mais pour la petite histoire aussi, on fait toujours le test, quand on fait des visites, on fait se peser à nos visiteurs une canne. Elles sont excessivement lourdes, parce qu'en fait les cannes, à la différence des autres bambous, ces cannes-là sont pleines. Donc beaucoup plus lourds,
qui rend la canne beaucoup plus rigide, et même à l'intérieur, il y a du silice. Et en fait, les Indiens, ils viennent donc du sud du Chili, donc le territoire des Indiens Mapuche, et en fait, ces Indiens s'en servaient comme arme de chasse, ils s'en servaient comme lance. Et même, il a passé dans le feu, alors sans dire qu'ils arrivaient à faire du verre à l'intérieur donc, de la canne, mais en fait, il rigidifie encore plus cette canne, qui était donc assez redoutable, donc pour chasser, mais aussi pour se défendre. Et donc, notamment, se défendre d'abord des Incas, qui ont essayé donc de les envahir, mais surtout des conquistadors espagnols, puisqu'en 1494, il y a eu une grande bataille avec le général Valdivia qui a été défait par les Indiens Mapuche, parce qu'avec ces cannes, ils arrivaient à traverser les cuirasses des conquistadors, cuirasses en fer. Donc voilà, et ce qui a permis donc à ces Indiens de rester en dehors de la colonisation espagnole pendant 300 ans, qui est quand même un petit record. Voilà, donc on allie un petit peu les petites histoires et la botanique sur ce jusque-là. Par contre, malheureusement, si je peux dire, c'est qu'il est en train de fleurir. Voilà. Et donc, quand un bambou fleurit, en fait, dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, ils vont mourir. C'est un phénomène assez étonnant dans les bambous. Donc, partout dans le monde, tous les Chusquea gigantea vont mourir. Donc, il y a une horloge interne donc, dans les bambous qui déclenche. En fait, c'est une floraison. En fait, c'est là qu'on voit que c'est une graminée. Le bambou, en fait, c'est un petit épi qui apparaît. Voilà, et donc c'est le signe de la mort de la plante. Bon, c'est dommage, ça n'arrive que tous les 100 ans, c'est dommage. Et là, le pied avait une 40aine d'années. Bon, après, c'est pas grave, la plante ne va pas disparaître, donc il va y avoir des semis. Il faut surtout être assez attentif à bien surveiller donc les semis qui vont apparaître au pied de Chusquea. Et puis, bon, il faut attendre quelques années, mais en fait, l'espèce n'est pas morte. Donc sinon, Charles Favier va aussi classifier le jardin, c'est-à-dire qu'il voit en fait l'urbanisation de Cherbourg approcher de sa maison, donc il a un petit peu peur pour son jardin, et en fait il va demander donc sa classification, donc qui sera effective en 1978. En fait, le jardin va être, pour la première fois en France, le végétal va être considéré comme un patrimoine, et donc le jardin va être ajouté sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Donc en même temps que 2 autres jardins, le parc des Moutiers, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, donc en Haute-Normandie, et l'arboretum de la Fosse. Voilà, c'est les 3 premiers jardins qui sont ajoutés à la liste supplémentaire des monuments historiques. Aujourd'hui, il y en a à peu près 35, donc ça fait des petits. Donc voilà, donc ensuite, 1987, l'ouragan, à côté de Cherbourg, 240 km/h de vent, dans Cherbourg, 220 km/h de vent, 90% des bateaux du port de Plaisance sont coulés ou sont détériorés. Voilà, et le jardin, en fait, va être dévasté par cet ouragan. Et ce qu'il fera dire d'ailleurs à son fils, mon pauvre père, il n'y a plus assez d'arbres pour qu'il se pende. Mais bon, Charles Favier n'est pas présent à ce moment-là, donc en fait il est à Paris parce que c'est un des cofondateurs de l'Association des parcs botaniques de France. Et donc il est en réunion à Paris la nuit de cet ouragan. Et donc c'est ses fils qui l'appellent pour le prévenir. Et donc il constate un peu les dégâts le lendemain en arrivant par le train. Et Bernard Favier me disait qu'il a quand même ces paroles extraordinaires, extraordinairement encourageantes, parce qu'en fait, passé le désespoir du début, il dit à son fils qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave, nous allons refaire un nouveau jardin. Il a 83 ans. Et donc ce jardin, c'est un peu celui qu'on voit maintenant aujourd'hui, donc 30-40 ans après. C'est le jardin, donc la dernière version en fait de ce jardin, qui a été donc commencé par Charles, qui décède en 93, et qui donc son œuvre va être poursuivie par 2 de ses fils, Alain Favier et Bernard Favier. La succession a été un peu difficile, donc certains enfants ne voulaient pas garder le jardin dans la famille, d'autres le souhaitaient. Donc c'était un peu compliqué au sein de cette famille Favier. Et donc c'est Alain et Bernard qui décident de reprendre tous les deux ce jardin, tous les deux dans un premier temps. Ensuite, Bernard s'occupe de sa mère, donc c'est Alain Favier qui va continuer tout seul. Le jardin fait 7 hectares, donc c'est énorme. On est tous jardiniers, s'occuper de 7 hectares. Mais les plantations vont quand même continuer. Et donc on trouve traces encore de plantations jusqu'à peu près jusqu'en 2000, jusqu'à passer l'an 2000, on trouve traces de plantations encore dans le jardin. Là, je vous ai fait une vue de l'allée du Prince. Alors, c'est Charles Favier qui l'appelait comme ça parce que c'est un grand ami du prince Vongolski, donc qui a créé Kardalo.
Et le prince von Golski, c'était l'endroit préféré du jardin, donc Charles Favier l'avait appelé l'allée du prince. Et c'est vrai que on ne sait plus trop où on est. En tout cas, on n'est plus à Cherbourg, on est peut-être dans l'Himalaya, on est peut-être au Japon. Enfin, tous les cas, on voyage. Bon, le jardin a dépéri, parce qu'en fait, plus personne n'habite la maison. Alain Favier ne vient que le week-end. Après, ses séjours s'échelonnent. Il y a aussi du pillage dans le jardin. Alors, bon, les enfants venaient faire des cabanes, c'était pas très très grave. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient des cabanes dans des arbres extraordinaires, mais enfin bon, ils ne détérioraient pas tant que ça. Mais surtout, le jardin était pillé, et pas pillé par les enfants, pillé par des professionnels, par des gens qui connaissaient très bien le jardin, qui savaient ce qu'il fallait prendre et quel endroit étaient les végétaux. Donc ce jardin a été pillé. La maison n'est plus occupée, elle est squattée, et effectivement arrive ce qui devait arriver. Donc il y a un incendie en 2009 qui détruit la maison. Et voilà, donc l'histoire des 5 générations de Favier se termine ainsi, donc avec le manoir détruit et puis le jardin qui commence par être envahi par les ronces. Voilà, et là c'est là que je passe la main à Gilbert, qui va maintenant vous conter l'histoire qui va se perpétuer et qui va continuer. Oui, je voudrais faire un bref rappel des actions qui ont été menées pour la sauvegarde du jardin. Bernard Cazeneuve a préempté les terrains pour qu'il n'y ait pas de morcellement et que le jardin parte auprès de promoteurs. Donc, ayant préempté les terrains, et comme il est membre du Conseil des rivages, il intervient auprès du conservateur du littoral afin que ce conservatoire achète le jardin. Plusieurs actions sont menées pour sauver le jardin. En 2013, un fonds de dotation Favier est créé. Malheureusement, il ne peut aboutir. En 2014, une association se constitue pour intervenir dans le jardin. De graves problèmes de gestion déstabilisent la gouvernance de celle-ci et conduisent le conservatoire à chercher un autre gestionnaire. En 2017, la ville de Cherbourg en Cotentin signe une convention de gestion pour 6 ans avec la ville de Cherbourg. Donc le littoral reconnaît que lui, il est propriétaire du jardin, la ville gestionnaire, mais aucun des deux n'a la compétence botanique pour sauver ce jardin. Donc la ville s'entoure d'un comité botanique qui est composé de passionnés locaux, passionnés de jardin et de botanique. Et ils se sont donnés pour mission de conserver, d'enrichir et de partager le patrimoine botanique de Cherbourg en Cotentin. Quand ils se retrouvent face au jardin de la Fauconnière, ils sont en face d'une vraie richesse botanique, mais malheureusement, comme le disait Michael tout à l'heure, c'est devenu une friche. Ce comité botanique agit sous l'égide de Franklin Picard, qui est un botaniste reconnu, et qui, dans son tissu de relations, a également autour de lui un grand nombre de botanistes, donc qui viennent épauler également ce comité est mis en place pour procéder à l'inventaire ou confirmer les recherches que l'on fait dans le jardin. Et ceci nous amène à mars 2017, où la ville de Cherbourg reconnaît qu'il est urgent d'agir dans le jardin et met au mois de mars 2017 180 jardiniers pendant 3 jours. Il procède à un nettoyage énorme au niveau du jardin et toutes les plantes ont été sauvegardées parce que quelques jours auparavant, le comité botanique avait réuni tous les responsables de secteur de la ville de Cherbourg et ont pité toutes les plantes qu'il fallait sauver. Donc aucune dégradation n'a été commise par les agents qui sont intervenus dans ce jardin. Tu nous passes quelques photos des élagueurs, des travaux. La ville de Cherbourg a mis en place des 180 jardiniers, mais également des élagueurs, car, comme disait Michael tout à l'heure, des arbres qui ont plus de 35-40 mètres de haut, qui ont été laissés en l'état, avaient besoin d'être repris. Et tout ce travail ne pouvait être fait que par des professionnels. Et les élagueurs de Cherbourg
sont des professionnels, ce sont des élagueurs voltigeurs. Ils étaient ravis de travailler dans un jardin. Ils découvraient eux aussi ce jardin. Après cette opération de nettoyage, donc le comité botanique a commencé l'inventaire des plantes existantes dans le jardin. Alors, il faut savoir que le docteur Favier avait dessiné son jardin et avait fait un inventaire. Donc, le rôle du comité est d'intervenir dans chaque parcelle et, à l'appui de l'inventaire, vérifier si les plantes sont toujours présentes, si elles ont disparu, ou s'il faut penser à les réintroduire. À ce jour, 1000 plantes ont été répertoriées. Ça représente à peu près un tiers de l'existant. En 2018, afin d'élargir ses compétences, le comité botanique se constitue en association. Donc là, vous avez Franklin Picard, vous avez Régine Bezuel, la représentante de Cherbourg-Cotentin au niveau des espaces verts, Michael et moi-même. Il y a encore quelques autres membres qui ne sont pas sur la photo, malheureusement. Le 1er juin 2018, la ville de Cherbourg et le Conservatoire du littoral signent une convention de partenariat avec le comité botanique. Et nos principales missions sont la réalisation de l'inventaire, de l'étiquetage des plantes répertoriées. Alors les étiquetages, nous ne mettons qu'un numéro, nous ne mettons pas de nom, parce que nous sommes dans un parc botanique et non pas dans un jardin botanique. Notre rôle également, c'est la sélection des plantes à réintroduire, gérer les collections végétales, développer des partenariats auprès d'experts et de jardins botaniques également. Et très récemment, nous travaillons également en lien avec le Musée d'histoire naturelle de Paris, qui a missionné et qui a détaché un membre du muséum afin de constituer un herbier. Et comme disait Michael tout à l'heure, sur certaines espèces, il est urgent de faire des prélèvements et pour préserver les espèces. Cela permet également, au niveau de cet herbier, de permettre aux botanistes qui viennent dans le jardin de voir les plantes telles qu'elles sont quand elles sont en fleurs. Parce que s'ils viennent en plein hiver, bien évidemment, ils ne pourront pas identifier tous les arbres qui sont dans le jardin. Entretenir et recenser sont des phases nécessaires à l'épanouissement du monde végétal, mais encore il faut le faire vivre. Il faut l'enrichir de enrichir les collections existantes, mais également implanter de nouvelles espèces pour rester dans la philosophie du docteur Favier, à savoir des premières introductions en France, d'aller aussi sur l'acclimatation des plantes. Là, vous avez en photo le Leucodendron wartoni, qui est un arbuste dont le genre a été récemment décrit et découvert par les pépiniéristes chez Creek Farm, dans une forêt reculée de Chine. Et cette plante a été rapatriée au Pays de Galles en 2006. Elle est maintenant dans le jardin à la Fauconnière. Alors les plantes également que l'on a introduites récemment, le Schefflera macrophylla. Nous avons également, les Schefflera, nous avons également fait une collection de Schefflera. Nous avons dû en acheter 13 sujets pour constituer une collection également au niveau des Schefflera. Oui, je me permets juste, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, mais il faut absolument la voir. C'est vraiment très 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 beau. C'est énorme et la taille adulte, il pousse à peu près à 4 mètres. Donc c'est quelque chose de somptueux lorsqu'elle atteint l'âge adulte. Là, nous avons également acheté un grand nombre de magnolia botaniques.
Magnolia qui ont été replantés très récemment lors d'une action qui a été menée au mois de mars 2019. Nous avons les élus locaux qui ont participé, bien évidemment, à cette plantation symbolique. Monsieur Cazeneuve, par exemple, a planté le Magnolia floridunda tonkinensis, qui est une plante qui a été collectée en 2007 dans le Nord-Vietnam, proche de la frontière chinoise. On a introduit énormément de Magnolia qui sont des collectes qui ont été faites en 2007-2010. Le Magnolia sapenensis qui a été prélevé sur les collines les plus hautes au Nord-Vietnam et qui a été récolté en 1999 et qui n'a été nommé par les scientifiques qu'en 2011. L'association a planté également le Magnolia faveolata qui vient également du Nord-Vietnam, qui a été collecté en 2007 et qui, d'après les botanistes, est la meilleure nouvelle espèce introduite en France. Alors celui-ci a la particularité d'être jaune, et quand on a fait nos achats de plantes, nous avions fait une collection de Magnolia jaune, et lorsque nous avons décidé les implantations, cette collection de Magnolia jaune sera implantée dans un autre jardin de Cherbourg, parce que nous appelons, nous, la Cité des plantes, et une de nos vocations, c'est de conseiller la ville de Cherbourg pour qu'elle implante des collections diverses et variées sur l'ensemble de ces jardins. Comme ça, lorsqu'on on voudra voir des collections, les visiteurs seront dans l'obligation de découvrir Cherbourg dans tous ces jardins. Nous avons, au mois d'août 2018, nous avons procédé à un répertoire de plantes qu'il fallait acheter pour réintroduire dans le jardin. Nous avons acheté 2500 plantes, dont 30% sont des premières introductions en France. Au mois de septembre 2018, 3 membres de l'association se sont déplacés au Pays de Galles également pour compléter cette collection et nous avons acheté 250 arbres et arbustes qui sont des premières introductions en France. Donc on est complètement dans la philosophie, je le disais tout à l'heure, du docteur Favier, introduction de nouvelles espèces et acclimatation. Ce travail n'a pu être fait également que parce que la ville de Cherbourg a fait procéder à un relevé par un géomètre, un relevé de topographie du jardin. Il nous fallait obligatoirement ce document pour pouvoir présenter les plantes, les matérialiser sur un plan, pour pouvoir obtenir l'accord de la DRAC et de l'UDAP. Faute de quoi, nous n'aurions pas pu planter si nous n'avions pas eu ces accords. Donc on a non seulement l'obligation de démarches botaniques, mais également des démarches administratives pour faire vivre ce jardin. Et croyez-moi, ça demande énormément de temps et il faut être très patient. Avant de faire cette plantation, au mois de mars 2019, après avoir obtenu bien sûr l'accord de la DRAC et de l'UDAP, la ville de Cherbourg a mis 70 jardiniers dans le jardin pour que l'on puisse réimplanter les 250 arbres que l'on avait achetés au Pays de Galles. Ces jardiniers font un travail phénoménal, un travail remarquable, et ils ne connaissaient pas ce jardin précédemment. Après avoir débroussaillé, après avoir planté, il est très difficile de les mettre à tondre des pelouses dans la ville de Cherbourg. Donc les plantes que l'on a achetées sont introduites pour partie dans l'ancien jardin construit par le docteur Favier, mais également dans une autre parcelle qui est non classée, qui représente à peu près 3 hectares, un peu plus de 3 hectares. Et là, on recrée une autre ambiance, plus asiatique, parce que du temps du docteur Favier, il ne pouvait pas forcément pénétrer aussi facilement en Chine comme on peut le faire maintenant. Et
nous nous appuyons sur, entre autres, 2 pépiniéristes qui sont des pépiniéristes du Pays de Galles, qui vont collecter des plantes très régulièrement. Ils ont les autorisations de prélèvement et ils les mettent en acclimatation dans leur pépinière. Mais comme ils savent qu'on recherche toujours des plantes rares, nous sommes dans les premiers à les acheter. Et toutes celles qui ont été ramenées sur les 2 missions qu'ils viennent de faire, on sait que déjà qu'on a une quantité de plantes qui sont en attente, une fois qu'elles auront été acclimatées déjà au Pays de Galles. Donc quelque part, elles seront également préservées au niveau phytosanitaire. On saura que si on ramène ces plantes-là chez nous, on n'amènera pas non plus de maladies. Mais en même temps, on aura des plantes que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. L'ensemble des plantations, on peut dire sans trop se tromper, que ce jardin sera au moins le top 5 au niveau national. Du fait de la rareté des plantes, mais également de l'ancienneté des plantes qui sont dans ce jardin, qui, du temps du docteur Favier, étaient des plantes rares. Peut-être certaines sont devenues des plantes un peu plus communes, mais on a le gros avantage, c'est qu'on a l'ancienneté de plantation. Et quand on a des arbres qui font entre 30 et 40 mètres, peu de jardins peuvent se prévaloir d'avoir des plantes aussi importantes et aussi rares. On disait tout à l'heure qu'on plantait dans le cadre de la philosophie du docteur Favier, et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on a fait ces plantations au mois de mars, comme le disait Michael, on a une collection de notophagus, et un des notophagus était tombé, et on a racheté ce notophagus, on l'a trouvé, on l'a acheté, et il nous semblait important, symboliquement, que Bernard Favier puisse planter, réintroduire cet arbre qui manquait dans le jardin. On ne pourrait faire tout ce travail de remise en état sans le travail de la ville de Cherbourg, sans l'aval du conservatoire et sans le travail incessant des membres de l'association. Ce travail ne peut se réaliser parce qu'on travaille en toute transparence. Et il n'y a pas d'ego, ni au littoral, ni à la ville, ni dans l'association. Et si bien qu'on peut travailler dans une saine ambiance et travailler pour l'intérêt du jardin. Oui, vous avez en photo M. Cazeneuve qui plante son magnolia. C'était aussi symbolique qu'il plante dans le jardin. Il est tellement investi, et il l'est toujours. Et non seulement il est investi dans le jardin, mais en plus il est président d'honneur de l'association. Et actuellement, il actionne beaucoup avec Franklin Picard et M. Wirth pour mettre en place une fondation, pas seulement pour le jardin Favier, mais pour l'ensemble des jardins de Normandie, qui sont quelque part en déshérence. Donc, au niveau du jardin, il y a énormément de personnes qui sont attachées à sauver ce jardin, qui, actuellement, quand on l'a récupéré, je dirais que c'était une pépite botanique. Et là, on est en train d'en faire un trésor énorme. Et c'est un diamant qui brillera très fort au niveau du Nord Cotentin. Et je pense au-delà du Cotentin. La dernière photo, c'est le Camellia Black Magic. Vraiment très magique. C'est un des plus beaux qui existent.